Bonjour ou bonsoir à chacune et à chacun. Le thème de notre réflexion d'aujourd'hui est lié à l'actualité, comme souvent. Comment faire évoluer nos communes et nos intercommunalités? Naturellement, on va commencer par dresser un état des lieux de manière très rapide, mais tout de même assez précise. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons réfléchir sur le comment faire. D'abord, un état des lieux. Le 15 mars, il va y avoir le premier tour des élections municipales et également le premier tour des élections pour les intercommunalités. C'est le même jour, dans le même lieu et sur le même bulletin que vous aurez à choisir les gens qui seront vos représentants dans la mairie et vos représentants de la mairie dans l'intercommunalité dont vous relevez. Alors, rappelons qu'en Martinique, nous avons 34 communes. Ça peut paraître tout à fait raisonnable, surtout que nous n'avons pas les micro-communes de quelques dizaines ou de quelques centaines d'habitants seulement, 200 ou 300, qu'on trouve dans l'Hexagone. Mais le nombre de communes en France relève de l'aberration démographique. La France, à elle toute seule, a plus de communes que la plupart des pays de l'Union européenne. Il faut regarder les chiffres exactement, mais nous battons les records en termes de nombre de communes au niveau national. Disons qu'en moyenne, nous avons 2 ou 3 fois plus de communes que la plupart des pays de l'Europe. Alors, ça pose un petit problème parce qu'il commence à ne pas y avoir de candidats à la mairie pour faire fonctionner certaines communes. Alors, on pourrait s'attendre à ce que devant cet excédent de nombre de communes, à chaque fois qu'on a des difficultés à trouver une équipe municipale pour gérer une commune, on se dise, eh bien, on va en profiter pour faire fusionner la commune de 100 ou 200 ou 300 habitants avec des communes voisines qui, parfois, n'ont pas beaucoup plus d'habitants, ou bien des communes qui ont 1000, 2000, 3000, voire 10 000 ou 15 000 habitants. On pourrait se dire, on va en profiter pour réduire le nombre absurde de communes qu'il y a en France. Eh bien non. Notre Assemblée nationale a considéré, avec un certain mépris, il faut le dire, pour le citoyen, que si il n'y avait pas de candidats pour gérer certaines communes, c'est probablement parce que les indemnités versées aux élus n'étaient pas suffisantes. C'est tout de même assez paradoxal quand on regarde le temps que les élus volent à leur famille, volent à leurs amis, volent à leur métier, volent entre guillemets, le temps que les élus et même les candidats à l'élection consacrent à la chose publique, à la chose commune, c'est tout de même ne pas leur prêter beaucoup de respect que de dire que c'est juste parce qu'il faut augmenter les indemnités et que, ma foi, avec des augmentations de quelques centaines d'euros, on pourrait avoir des candidats pour gérer toutes les communes. C'est effectivement quelque chose d'erroné. S'il n'y a pas suffisamment de candidats pour certaines communes, c'est bien que le contenu du travail ne récompense pas beaucoup les bonnes volontés qui s'y adonnent. Être maire, quelle que soit la population de la commune, ça prend énormément de temps, ça exige pas mal de réflexion, pas mal de travail, et puis surtout, ça fait prendre des risques, parce que s'il y a des accidents, s'il y a des problèmes d'assurance mal traités dans la commune, eh bien c'est sur les épaules du maire que tout retombe. En plus, sur les résultats du travail, aujourd'hui, un certain nombre de responsables, je dirais historiquement depuis ces dernières dizaines d'années, se sont ingéniés à multiplier le nombre de collectivités qui gèrent la France. Au total, j'ai fait le calcul, il n'y a pas 11 niveaux de collectivité, mais il y a 11 occasions de voter en France. 11 occasions de voter si on intègre les référendums, etc. Donc, vous le savez, il y a les mairies, les communes, les intercommunalités,
les communautés d'agglomération, les départements, les régions, etc. Donc, tout ça, il y a les élections législatives, les élections au second degré pour les sénatoriales, les élections présidentielles, les élections européennes. Bref, on s'est ingénié à multiplier les niveaux de vote pour que la responsabilité soit cachée. Et les candidats à la mairie le savent très bien. Ils savent qu'entre le moment où une décision est prise par le conseil municipal et le moment où cette décision est appliquée sur le terrain, il faut beaucoup de contrôle, il faut beaucoup de concertation, beaucoup de temps passé. Et ceux qui ont l'habitude de l'entreprise savent que des entreprises qui fonctionneraient comme cela ne fonctionneraient pas très très longtemps. Donc, nous avons nos 34 communes et nous allons donc voter dimanche pour le premier tour des élections municipales. Alors, combien y a-t-il d'agents municipaux pour l'ensemble de la Martinique? Nous sommes à environ 18 000 agents en ajoutant les agents municipaux aux agents des intercommunalités et aux agents de la CTM. Nous avons environ 18 000 agents. Ce qui fait que la Martinique se classe au premier rang en termes de nombre d'agents des collectivités territoriales de France. Alors qu'en moyenne, en France, en France entière, comme on peut dire, c'est-à-dire l'Hexagone et tous les territoires d'outre-mer, en moyenne, il y a 50 agents territoriaux pour 1000 habitants au niveau national. En Martinique, il y a 105 agents municipaux pour 1000 habitants. Autrement dit, la Martinique bat le record de France de nombre d'employés dans les mairies, dans les intercommunalités, à la CTM, record de France. Elle est suivie de près par la Guadeloupe et par la Corse. La Corse également se signale comme un territoire où il y a beaucoup d'employés dans les collectivités territoriales. Alors, c'est très bien qu'il y ait beaucoup de monde. Ça devrait conduire à ce que les communes, les intercommunalités, la CTM fonctionnent très bien. Nous savons tous qu'il y a pour le moins quelques marges de progrès. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes avec des agents territoriaux qui ne font pas leur travail. Disons qu'il y a deux problèmes, au moins deux problèmes. Le premier, c'est que les qualités d'organisation des municipalités ne sont pas ce qu'il y a de plus remarquable. Et puis, le deuxième problème, c'est que le niveau moyen de formation des employés territoriaux n'est pas très élevé. Il est du niveau du bac pour beaucoup, parfois beaucoup moins encore que le bac. Et ce sont des agents de catégorie C pour la plupart, avec un certain nombre aussi d'agents de catégorie B. Mais il manque d'agents de catégorie A, c'est-à-dire de gens qui ont un niveau bac plus 3 ou bac plus 4. Pourquoi ? Parce que ces dernières dizaines d'années, on a recruté dans des conditions telles que ce qui comptait, ce n'était pas le besoin de la collectivité ni la compétence de l'agent, mais ce qui comptait, c'était de recruter dans telle famille qui avait une influence importante à l'élection, ou bien dans tel quartier, ou bien pour faire plaisir à telle association, etc. Donc on a accumulé comme ça des recrutements avec beaucoup de bonne volonté, mais en oubliant totalement que tout cela a un coût et qu'au total, les mairies auraient du mal à supporter le coût. Alors l'essentiel des rémunérations des agents territoriaux est assuré en fait par deux choses. La dotation globale de fonctionnement versée par l'État et puis l'octroi de mer, s'agissant de l'outre-mer. Mais nous avons une charge d'employés dans les mairies et dans les intercommunalités qui est tout à fait excessive. Alors, comment régler ce problème-là, sachant que lorsque vous recrutez quelqu'un qui a 22 ans, vous l'avez jusqu'à 62 ou 64 ans, parfois davantage, 67 ans. On connaît beaucoup de cas de ce genre, d'agents qui partent le plus tard possible à la retraite.
Et puis, nous savons qu'au bout du compte, lorsque la personne part à la retraite, elle continue à coûter. C'est-à-dire qu'elle va percevoir sa retraite. Et même si la retraite est évidemment bien inférieure au montant de la rémunération, et puis une fois que la personne sera décédée, ce que je souhaite le plus tard possible pour chacun d'entre nous, eh bien, il y aura la pension de réversion, c'est-à-dire que le veuf ou la veuve va continuer à toucher à peu près la moitié de ce que touchait le retraité. Donc tout ça dure, vous le voyez bien, autour de 60-70 ans. Quand on recrute quelqu'un, il faut savoir que cette personne va peser soit sur les comptes de la collectivité, soit sur les comptes de l'ensemble national pendant 60 ou 70 ans. Or, si la personne est compétente, et très bien, mais si la personne est un petit peu moins, ça pose problème. Or, s'agissant de l'encadrement, quand dans une commune, vous avez par exemple 150 employés, vous devez avoir au moins 20% en encadrement. C'est-à-dire que sur 150, vous devez avoir au moins une trentaine de personnes qui sont de catégorie A. C'est-à-dire qui sont capables d'étudier un dossier, d'en faire la synthèse, de proposer une solution complète au conseil municipal et au maire. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui, comme je le laissais entendre tout à l'heure, c'est que dans une commune qui a 150 employés, vous avez au total souvent que 2 ou 3 ou 4 agents de catégorie A. Alors vous voyez les maires qui sont souvent submergés de travail. Vous leur demandez, mais comment ça se fait ? Tu n'arrives pas à écouler tout ton travail, tu ne réponds pas assez vite au courrier qui t'a adressé, des demandes de rendez-vous traînent très longtemps, etc. Eh bien le maire, avec beaucoup de bonne foi, vous dit, mais à qui je déléguerai tout ce que je fais ? Je suis obligé de le faire parce que je n'ai pas le directeur général des services qu'il me faut, je n'ai pas les cadres de catégorie A qu'il me faut, je n'ai pas parmi mes conseillers municipaux les gens à qui je puisse véritablement déléguer, et au total, je suis surchargé. Entre nous, c'est un propos qu'il ne faut pas trop prendre au premier degré, dans la mesure où cela quand même témoigne d'une organisation qui pourrait être améliorée. Quand on est à la tête d'une mairie, on sait de qui on dispose, de quoi on dispose, et bien on s'organise pour cela. Il n'est pas du tout normal qu'un maire passe tout son temps à s'occuper de la mairie, surtout quand la mairie n'a que 2 ou 3 000 habitants. Ce n'est pas du tout normal. Et en fait, il y a des territoires dans lesquels les maires ont une activité professionnelle qui leur interdit de s'occuper au quotidien des problèmes de la mairie. Maintenant, ces maires-là, généralement, eh bien, ils ont pris le temps, quand ils ont été élus, d'élaborer un projet et de faire en sorte d'élaborer le projet avec le conseil municipal, avec l'encadrement, et de faire en sorte que chacun sache au quotidien ce qu'il a à faire. C'est ça la clé et le signe d'une bonne organisation dans la municipalité comme ailleurs, c'est que chacun sait ce qu'il a à faire parce qu'il y a un projet qui a été conçu ensemble, rédigé ensemble et qui permet à chacun, chaque conseiller municipal, chaque agent municipal, de savoir ce qu'il a à faire jour par jour, mois par mois, etc. Et puis il y a une chose qui manque beaucoup et qui est l'un des gros problèmes des agents territoriaux, c'est que les objectifs annuels ne sont pas écrits. Disons qu'il est très rare de trouver dans une mairie ou dans une intercommunalité un document dans lequel on est... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de description de poste, je dis un document qui, en plus de la description de poste, dit à chaque agent, voici les résultats que vous devez tenter d'obtenir pour la fin de l'année. Et à la fin de l'année, eh bien, avec son supérieur, voire avec un conseiller municipal ou le maire, eh bien, on évalue pour voir si ce qu'il avait été prévu, qui fut fait, est fait. Donc, il y a là vraiment des progrès à faire. Mais il faut reconnaître que la plupart de nos agents municipaux font du mieux qu'ils peuvent et que l'organisation dans laquelle ils travaillent, ce ne sont pas eux qui les ont mises en œuvre.
Alors, on retrouve ici un problème dont on a déjà beaucoup parlé, à savoir le statut de la fonction publique. Vous savez de quand date le premier statut de la fonction publique en France. Il date de septembre 1941, à une époque où la France est dirigée par Pétain, et lui-même, le maréchal Pétain, dirigé par le chancelier allemand Hitler. Et le statut de la fonction publique, le premier, a été inspiré clairement du statut allemand de la fonction publique, qui était un mécanisme fait pour contrôler un pays. Alors, celui de 1941 en France a été mis de côté et il a été remplacé par un autre statut de la fonction publique en décembre 1946, et même celui-ci a été complété dans les années 82-83 par un certain nombre de textes législatifs pris par les ministres qui étaient à ce moment-là au pouvoir. Mais la base actuelle date de 1946. Elle a été rédigée par qui ? Eh bien, par Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste, qui venait de passer 5 ans pendant la guerre à regarder comment fonctionnait l'Union soviétique de Joseph Staline. Donc les deux principaux inspirateurs, c'était Hitler d'un côté et puis Staline de l'autre. Vous allez dire que j'exagère, mais c'est la réalité historique. Et cela laisse des traces. Quand vous voyez le nombre de fonctionnaires qu'il y a en France, il y a beaucoup trop de fonctionnaires par rapport au travail qu'il y a à faire. Et beaucoup s'amusent à inventer des textes supplémentaires, avec évidemment la participation des élus, pour justifier quelque part leur salaire de la fin du mois. Il y a là un problème central sur lequel il n'y a pas à passer, il faut absolument travailler là-dessus. Alors, au total, on est donc dans une opacité volontaire. Pour rester au niveau de l'élection qui va se tenir à partir de dimanche prochain, enfin du dimanche 15, l'un des moyens de faire la paix, vous avez eu l'occasion de le dire, la violence, nous la combattons tous, en tout cas nous sommes là pour la combattre, parce que faire reculer la violence, c'est faire avancer la civilisation en réalité. Mais cette violence commence dans le monde politique. Quand vous voyez dans des communes, toutes les communes de la Martinique aujourd'hui, vous avez les 3/4 des gens qui ont choisi un camp et qui sont en train de militer en faveur de ce camp-là, y compris. Et les camps se divisent à l'intérieur même des familles. Disons, les camps divisent les familles. Et on a aujourd'hui une tension en Martinique qu'on ne devrait pas avoir dans la perspective d'un exercice démocratique. Cette tension-là n'est pas justifiée. Et nos élus pourraient tout à fait surmonter ce problème en annonçant. Si vous êtes dans une commune où ça a été fait, faites-le moi savoir, j'en serai très heureux. Eh bien, les candidats pourraient dire, moi, si j'ai la majorité, j'inviterai les représentants de l'opposition à siéger au bureau du Conseil et dans les commissions. Les commissions, ça se fait déjà un peu, pas mal même. Par contre, dans les bureaux des conseils municipaux, il y a jusqu'à présent assez peu d'opposants. Alors on pourrait demander à l'opposition de soumettre à la majorité une liste de personnes qui pourraient être retenues pour entrer dans le bureau du Conseil, et le maire choisirait dans cette liste-là les 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10, ça dépend de l'importance de la mairie, qui siégeraient au bureau du conseil municipal. Ce serait un élément fondamental de paix politique, de paix démocratique et de paix tout court. Mais évidemment, comme c'est à notre portée, on n'en parle pas. Hein. Donc là-dessus, j'invite tous les électeurs à insister là-dessus. C'est à croire que le plus important pour beaucoup de candidats n'est pas de faire avancer la paix, de faire reculer la violence, mais de satisfaire un certain ego. Quant aux intercommunalités, il y aurait beaucoup à dire, mais j'aimerais bien qu'on m'explique les problèmes que traite une intercommunalité et que ne pourrait pas traiter la CTM ou bien une commune. Et la Martinique, je le rappelle, a pris de l'avance sur l'Hexagone en fusionnant le département et la région. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une collectivité territoriale unique qui devrait permettre de faire des économies et faire fonctionner mieux la Martinique. Nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire de ce côté-là. Alors, pour avancer dans le comment faire, j'ai déjà commencé à esquisser le comment faire, qui consiste à
à dire, eh bien, annonçons avant l'élection qu'on va faire fonctionner ensemble la majorité et l'opposition. Parfois, l'opposition représente 45%. Quand au premier tour, vous avez 3 listes, par exemple, et qu'il y a une liste qui arrive première, et que les 2 autres s'allient entre les 2 tours pour battre la liste arrivée première, vous imaginez bien qu'il y a là un déni de démocratie. C'est une anomalie profonde sur laquelle il serait bien que nous réfléchissions. Donc, de comment faire, il faut travailler ensemble. Quand on n'est pas d'accord, quand au bureau du Conseil on n'est pas d'accord, on fait une consultation. Ça se fait dans beaucoup de pays, en tout cas dans un pays que je cite souvent, c'est la Suisse. J'ai d'ailleurs constaté que certains candidats au niveau national commencent, pour les élections municipales, à se référer à l'exemple suisse. Il faut également réduire le nombre des conseillers municipaux. Dans une commune de 6 000 habitants, vous avez 29 conseillers municipaux. Est-ce qu'il est possible, vraiment, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir 29 conseillers municipaux? Est-ce qu'il est possible de trouver 29 personnes véritablement disponibles, compétentes pour faire fonctionner une petite commune? Un nombre d'une quinzaine de conseillers municipaux suffirait largement et ferait avancer les choses tout autant qu'avec 29. Et puis, il est nécessaire que les maires, et ça c'est un des éléments sur lesquels il faut vraiment réfléchir, s'intéressent un peu plus aux problèmes économiques. Parce que pour créer une entreprise, il faut un territoire. Et si celui qui est responsable du territoire ne s'occupe pas d'aider à créer des entreprises sur le territoire, il est certain qu'il n'y aura pas beaucoup d'entreprises de créer, donc il n'y aura pas beaucoup d'emplois de créer. Est-ce que vous connaissez, je pose la question, vous réfléchissez entre vous, est-ce que vous connaissez beaucoup de maires ou d'élus de la Martinique qui soient allés hors de la Martinique chercher des investisseurs, chercher des gens pour créer des emplois dans la commune? Ça existe probablement, mais je n'en connais pas. Il faut que cela existe. Il faut que, si on ne trouve pas sur place les gens qui ont envie, qui ont les capacités pour créer une entreprise, il faut aller chercher ailleurs. Alors on a un sérieux petit problème en Martinique, c'est qu'il y a une scission très forte entre le monde de l'entreprise et le monde qui n'est pas de l'entreprise. Or, il se trouve que le monde qui n'est pas dans l'entreprise et qui gère quand même certaines entreprises gère mal. Je prends l'exemple de la SAEM du Galion, qui est une société en faillite, même si ça n'est pas officiellement reconnu. Eh bien, alors même qu'on reproche au secteur privé, et notamment à certains groupes du secteur privé, d'occuper une place trop importante dans l'économie de la Martinique, eh bien, un certain nombre d'élus ne se gênent pas pour proposer aux dirigeants de ces groupes du secteur privé de prendre en charge la gestion de la SAEM du Galion. Il y a là quand même un paradoxe. D'un côté, nous reprochons à certains d'avoir trop de place dans l'économie de la Martinique. De l'autre côté, nous allons leur demander d'avoir encore un peu plus de place. Il y a là, pour le moins, un paradoxe, sinon une contradiction. Mais le problème de l'emploi, c'est une chose sur laquelle Jean Jaurès, qui était un grand socialiste de la fin du XIXe siècle, qui a été assassiné en juillet 1914, Jean Jaurès insistait beaucoup là-dessus. Il disait que la dignité de l'homme passait par le travail, par les responsabilités. Et lorsque la Constitution de 1946 a été faite, dans le préambule de la Constitution, eh bien, ces rédacteurs ont mis dans l'article 5 que chacun avait le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Cet article 5 a été rédigé en 45-46, au moment de la constitution de la 4e République, et la 5e République en 1958 a repris ce même article dans le préambule également. Et en 1946, on fonctionnait en ayant en tête ce qui venait de se passer, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, la disponibilité
de millions de personnes que Hitler a pu mobiliser pour leur dire « on vous méprise ». Le traité de Versailles, signé en 1919, méprise l'Allemagne, et vous, on vous méprise en tant qu'êtres humains parce qu'on ne vous permet pas d'avoir un travail qui est le moyen le plus absolu d'avoir sa dignité. Peut-être pas le plus absolu, mais un moyen très important d'avoir sa dignité. Une personne qui reçoit un don sans faire le contre-don est une personne qu'on méprise, c'est pas une personne à qui la dignité peut être attachée. Donc il y a un gros travail à faire. Donc se pencher sur les problèmes de l'emploi, se pencher sur l'occupation. Il se trouve que parce que nous sommes une ancienne colonie, nous avons un retard d'équipement. Parce que nous avons un certain nombre d'événements naturels, nous avons un besoin d'équipement. Prenons les plages à protéger, prenons les sargasses à protéger, enfin à faire partir et à traiter, prenons les stations d'épuration, prenons le réseau de mobilité, c'est-à-dire l'ensemble des problèmes de transport. Tout cela a beaucoup de retard en Martinique. Et nous avons en même temps 35 000 au moins personnes qui sont payées à ne rien faire. Est-ce que c'est raisonnable ? Ça fait des dizaines d'années qu'on le dit. Moi, personnellement, j'ai essayé, pendant que j'étais en responsabilité de créer des emplois, j'en ai sauvé beaucoup. Et j'ai fait autre chose pour développer l'économie de la Martinique et pour préserver notamment les terres agricoles. Mais pourquoi les centaines de responsables que nous avons ne font pas au moins ce que j'ai pu faire à ma modeste place? Pourquoi? Est-ce que faire de la politique, c'est juste satisfaire son ego? Je dis ça en généralisant un peu. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont très sérieux et qui font du mieux qu'ils peuvent. D'ailleurs, dans les communes, il y a eu beaucoup de choses de faites ces dernières dizaines d'années. Mais là où on pêche davantage, ce n'est pas dans chacune des communes, c'est dans une approche globale des problèmes de la Martinique, de la situation de la Martinique et des solutions à apporter à ces problèmes globaux de la Martinique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez, dimanche, aller voter pour celui des candidats dans votre commune qui vous paraît attacher le plus d'importance au problème de l'emploi, au problème du travail, au problème de la dignité des uns et des autres. Dans cette période où nous sommes en train de nous taire sur le vote de la loi de 1946 décidant de l'assimilation, dans cette période où nous sommes, nous devons prendre conscience que l'assimilation, ça ne veut pas dire supprimer la culture des uns et des autres, ça ne veut pas dire non plus créer des pays de gens qui ont des droits et qui n'ont aucun devoir. L'assimilation a été une excellente décision prise par nos aînés, contrairement à ce que racontent un certain nombre d'agitateurs professionnels. Cette assimilation, cette loi d'assimilation nous a permis d'abord des milliers et des milliers de familles de s'en sortir et de féconder le monde de notre culture métisse, et ça nous a permis d'accéder à des opportunités qu'aucune des îles de notre environnement ne peut avoir dans les mêmes conditions. Alors, regardez pour voter qui, parmi les candidats, attache de l'importance à ce que nous venons de dire, et puis surtout, et bien surtout, monsieur, madame, mademoiselle, puisqu'on peut encore dire mademoiselle, bien que ce ne soit pas recommandé, allez voter et puis faites le bon choix, parce que dans la démocratie, c'est vous qui avez le pouvoir. Et ceux pour qui vous votez, ils sont là pour régler les problèmes que vous avez et pas pour vous utiliser et développer leur ego et aller dépenser beaucoup, beaucoup d'argent que vous payez pour se faire plaisir à eux-mêmes. Merci de votre écoute. À un autre soleil.